8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec ce matin Henri Guénaud. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Vous avez été conseiller de Nicolas Sarkozy. Évidemment, est-il besoin de le rappeler, Nicolas Sarkozy qui vient de publier son dernier livre, Le journal d'un prisonnier. Il l'a dédicacé hier dans une librairie parisienne. Il y a eu un bain de foule. On voit les images pour les téléspectateurs de CNews, pour les auditeurs d'Europe 1. Vous les avez peut-être vus sur les chaînes info et sur CNews. Nicolas Sarkozy qui a été très chaleureusement accueilli. Il y avait énormément de monde. Nicolas, Henri Guénaud, qu'est-ce que vous êtes dit en voyant cette scène ? Il y avait d'abord une distance très grande entre les réseaux sociaux et la réalité de la société française. Je crois que sa situation a bouleversé humainement beaucoup de gens. Et puis d'autre part que malgré tout, on finit par se souvenir que le quinquennat de Nicolas Sarkozy, avec toutes les erreurs qui ont pu être commises, tous les désaccords que les uns et les autres peuvent avoir avec lui, était quand même à la fois plus digne et plus meilleur pour le pays que les 3 quinquennats qui suivent. Voilà, il a été un président, somme toute, à la hauteur. Quoi. Vous diriez qu'il a été le dernier grand président ? J'allais dire qu'il a été le dernier président. Il a été le dernier président. Pour l'instant. François Hollande ne l'a pas été et Emmanuel François Macron Hollande, n'a pas alors été. qu'il y a moins désastreux que la suite, mais quand même, il y avait un problème d'appréhension de la fonction, c'est-à-dire que François Hollande, je trouve qu'il a manqué d'autorité, de hauteur de vue. Enfin voilà, il a pas déchaîné les rancœurs et les haines que Macron finit par déchaîner, ni peut-être les passions que Nicolas Sarkozy a déchaînées, mais bon, il a été un président, on va dire moyen ou médiocre, comme on voudra, ce qui n'a rien à voir avec ses prédécesseurs. Quant à Emmanuel Macron, c'est la fin de tout, quoi. Je veux dire, il a abîmé la fonction présidentielle de manière inquiétante. Voilà. Dans son livre, Nicolas Sarkozy raconte avoir assuré à Marine Le Pen qu'il ne s'associerait pas à un front républicain contre le Rassemblement national. Il devrait d'ailleurs faire un acte fort dans un avenir proche, Nicolas Sarkozy, pour préciser sa position. Il faut faire tomber le mur artificiel qui existe entre la droite classique et le RN. Alors moi, je n'ai jamais participé au Front républicain. J'ai toujours considéré que c'était une très mauvaise idée. C'est-à-dire que cette injonction lancée aux électeurs pour les seconds tours, pour faire barrage, une mauvaise idée. Je pense que les électeurs choisis, ils sont assez grands. D'ailleurs, ils n'en tiennent aucun compte. On me dit ça marche. Non, ça n'a pas spécialement marché. Les électeurs ont fait ce qu'ils avaient envie de faire. Et quand on regarde la montée du Rassemblement national, on ne peut pas dire que la digue a été très efficace. Voilà. Non, je pense que ça c'était une mauvaise idée. L'abandonner me paraît une très bonne idée. Voilà, c'est beaucoup plus sain. Hein. On laisse les gens décider. Alors après, on peut passer des alliances, c'est autre chose. Hein. C'est-à-dire que l'abandon du Front républicain, ça n'est pas nécessairement l'union de la droite ou des droites, ou l'union avec le Rassemblement national. C'est juste le retour à quelque chose à un principe que je encore une fois très sain, qui consiste à dire les électeurs choisissent. On a un programme ou un projet, c'est pas le même que celui du Rassemblement national, on le défend. Si on est au second tour, on continue de le défendre contre celui qui est en face. Et puis si on est pas au second tour, ou s'il y a une triangulaire, voilà, on n'est pas obligé de se retirer dans la triangulaire, et on n'est pas obligé d'appeler à voter pour l'un ou pour l'autre. Voilà, les Français décident. Si union des droites il doit y avoir, Henri Guénaud, quel doit en être le périmètre ? Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'union des droites, donc je n'ai jamais su. Je ne sais pas ce que c'est que les droites. Non, mais je sais ce qui n'est pas de gauche. Bon. Je ne sais pas quel est le périmètre des droites, puisque, d'abord, une partie... Elle démarre où, la droite ? Ça, c'est une bonne question. Pour vous ? Mais j'en sais rien où elle démarre. Quand on faisait l'alliance entre l'UDF et le RPR, par exemple... Quel centre, l'UDF ?
C'était le centre, c'est en partie la droite, parce que franchement, les Républicains indépendants de Giscard, c'était pas le centre. Hein. Il y avait des centristes dedans. L'UDF, pardon, c'est pas pareil. Il y avait plus de centristes, mais les Républicains indépendants, il y en avait beaucoup qu'on aurait classé plus à droite que la droite du RPR. Donc voilà, tout ça est indéfinissable. Et dans l'histoire des idées en France, c'est encore moins définissable, parce que c'est quoi la droite? Vous avez une partie de la droite classique, alors on va dire plutôt par exemple de LR ou d'Horizon, oui. Qui considère que le Rassemblement national, c'est un parti de gauche. Bon, donc vous voyez, le plan économique. Le plan économique et social, mais donc c'est quand même une bonne partie du projet. Donc moi j'entends, j'ai entendu même cette expression, c'est un parti de gauche puisqu'il n'a pas voté la réforme des retraites. Vous vous rendez compte quand même que où on en est. Donc je sais pas où il veut. Je sens que il me paraît assez difficile de faire une union des droites avec le Rassemblement national, parce que ça serait une absorption. Voilà. Ce dont ne veulent pas les caciques de la plupart des autres mouvements qui ne sont pas de gauche. Les électeurs la veulent, cette union des droites. Non, mais parce que les électeurs, ce que veulent les électeurs, c'est pas l'union des droites dans laquelle ils ne donnent aucun contenu en réalité. Un candidat ou une candidate de droite qui incarne la droite. Mais alors ça, c'est drôle parce que tout le monde a envie, tout le monde a envie, enfin tout le monde, les gens qui répondent ça ont simplement envie que ce qu'ils pensent être, ce qu'ils appellent la gauche, dont une bonne partie n'est pas de gauche, n'est plus rien, ne gagne pas. Bon, très bien. Mais posons-nous la question, un seul candidat? Alors, si on inclut dans cette union des droites le Rassemblement national, la prochaine élection étant l'élection présidentielle. Bon. Je laisse de côté les élections locales qui obéissent à des logiques totalement différentes. Mais là, alors c'est Madame Le Pen ou Monsieur Bardella qui sera le candidat unique, parce que si vous faites des primaires, on voit bien ce qui va se passer. Donc, est-ce que Monsieur Philippe va aller faire la campagne de Madame Le Pen? A priori, non. Non, bah oui. Est-ce que M. Retailleau va aller faire la campagne de Mme Le Pen? D'après ce que j'ai compris, non plus. Bon, donc ça n'a pas de sens. Alors, vous laissez le Rassemblement national de côté, prenons les autres. Est-ce que vous voyez... Laurent Wauquiez? Oui, est-ce que vous voyez... Semble plus... Oui, bah lui, il a dit on va de Reconquête jusqu'à Darmanin. Bon, jusqu'à une partie. Voilà. Mais jusqu'à une partie du bloc central. Vous imaginez... là encore, Édouard Philippe faire la campagne d'Éric Zemmour, ou Éric Zemmour faire la campagne d'Édouard Philippe. Ça serait baroque. Bon, voilà, donc ça n'a pas il ne faut pas prendre le sujet comme ça, pas prendre le sujet par des constructions artificielles, des espèces de... De toute façon, les primaires, c'est toujours une catastrophe. Voilà, c'est complètement contraire à l'esprit des institutions. Une personnalité qui s'impose, qui émerge. Voilà, ça ne peut se jouer d'abord que sur le fond et sur la personnalité. Et une personnalité qui incarne quelque chose qui est capable de rassembler un grand nombre de Français, d'où qu'ils viennent. D'ailleurs, je vous rappelle, Nicolas Sarkozy, quand il a gagné en 2007, il a gagné en siphonnant l'électorat du Rassemblement national et en siphonnant une partie de l'électorat de gauche. Bon. Et il faut une dynamique, voilà, c'est pas la peine de se casser la tête avec des calculs, il y a trop de candidats, pas assez de candidats. Si on avait dit avant les élections de 1995, enfin 2 ans avant, qu'il y aurait 2 candidats du RPR, Édouard Balladur et Jacques Chirac, on aurait dit c'est perdu. Bon, Jacques Chirac a quand même gagné. Si on avait dit quelques temps avant 2007 qu'il y aurait un candidat centriste qui ferait 18% au premier tour, François Bayrou, on aurait dit c'est fini, c'est perdu. Bah non, il y a eu une dynamique et Nicolas Sarkozy a fait 30%. On a gagné. Donc il faut se concentrer sur les idées, sur ce qu'on a à dire aux gens, en espérant que les gens vont se rassembler autour d'une personne et d'une idée. Voilà, si les gens qui ne veulent absolument pas de la gauche ou du bloc central se mobilisent, et décident de porter leur voix sur quelqu'un qui les enthousiasme, eh bien, on gagnera. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de candidat de cette partie de l'échiquier politique au second tour. C'est tout. C'est la grandeur et la faiblesse de la démocratie. Voilà. Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. Mardi soir, le budget de la sécurité sociale a été adopté de justesse par l'Assemblée nationale. Si vous étiez député, vous l'auriez voté, ce budget de la Sécu? Je crois que je me serais abstenu parce que je pense qu'il fallait un projet il fallait un budget. Alors c'était moins, le fait de ne pas avoir de budget était moins grave que de
de loi de financement de la sécurité sociale était moins grave parce que la sécurité sociale, elle continue, hein, avec ou sans PLFSS. Elle existait avant qu'on crée le PLFSS, et donc elle aurait continué à tourner. Mais en revanche, ça aurait été un problème politique, c'est-à-dire que le gouvernement aurait été extraordinairement fragilisé. Je ne sais pas s'il serait resté en place, ni si l'Assemblée aurait été dissoute ou pas. Bon, donc on a passé une épreuve. Il n'est pas satisfaisant pour personne, mais voilà, c'est l'état du paysage politique, après la dissolution, et aussi l'état de la société. On a évité le musée des horreurs. Alors certaines trouveront que c'était une bonne raison de voter contre. Moi, je pense que c'était au moins une bonne raison de s'abstenir. On a évité de continuer à escroquer les retraités, de continuer à racketter les malades. À escroquer les retraités. Quand vous dites je vais plus réindexer les retraites, vous escroquez les retraités. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, et quand vous dites je vais me dérembourser les médicaments ou les actes de. Il ne va pas falloir faire des efforts à un moment. Pas cela en tout cas. Pas cela. Je pense que ça n'est pas cette idée d'effort. Les Français, ils souffrent depuis longtemps. Voilà. Je reprends les retraités. Alors, retraités, quand vous gagnez 2 000 € de retraite, c'est une très bonne retraite. Avec ça, vous ne payez pas l'EHPAD si vous êtes dépendant. Même l'EHPAD public. Donc il faut se dire que c'est pas comme ça qu'on va y parvenir. Qui plus est, les retraites vont baisser, ça, toutes les prévisions le montrent, dans le partage de la valeur ajoutée. Bon, donc la baisse du pouvoir d'achat relatif des retraites se traduira forcément aussi par une baisse du pouvoir d'achat absolu. Donc voilà, on touche pas au nombre de fonctionnaires non plus. Alors, le nombre de fonctionnaires, c'est pareil. Le nombre de fonctionnaires, c'est le résultat d'une politique économique, c'est le résultat d'une éventuelle réorganisation de l'État. Ça ne peut pas être un objectif en soi. Voilà, si vous faites un objectif en soi, ça ne fonctionne pas. Où est-ce que vous mettez du désordre dans l'État. Où est-ce que vous réduisez les... Mais c'est pas le sujet. Les dépenses, elles se réduiront parce qu'on aura une politique économique, parce qu'on mettra... Au lieu de dire il faut remettre de l'ordre dans les finances publiques pour remettre de l'ordre dans l'économie, il faut faire le contraire. Il faut remettre de l'ordre dans l'économie, remettre de l'ordre dans la société pour que l'ordre revienne dans les finances publiques. C'est-à-dire remettre de l'ordre dans la société. Ça veut dire avoir une politique économique qui fait du développement économique, ça veut dire assurer la sécurité, l'éducation, etc. Mais parce que, enfin, je veux dire, si les gens sont en mauvaise santé, si l'école s'effondre, ce qui est le cas, si la sécurité, elle est compromise, écoutez, s'il n'y a plus d'industrie, s'il n'y a pas de politique industrielle, s'il n'y a pas de politique d'aménagement du territoire, le résultat, c'est que vous avez une quantité de victimes, un creusement des inégalités qui devient insupportable. Voilà, et donc vous avez des dépenses. Ce sont les dépenses de transfert, les dépenses sociales, on le sait, qui étouffent les finances publiques. Mais elles les étouffent parce que on a mis un désordre fou dans la société, dans l'économie. Voilà, ce désordre, on le paye très cher. Mais si, pour établir les finances publiques, vous mettez encore plus de désordre, c'est ce qu'on fait depuis 40 ans, à quelques moments, à quelques parenthèses près. Bon, vous remettez du désordre dans l'économie, dans la société, ça remet du désordre dans les finances publiques, et on n'en sort pas, au contraire, on aggrave les choses. Bon, donc il ne faut pas s'y prendre comme ça. La baisse des dépenses publiques, enfin la baisse des dépenses publiques en pourcentage du PIB, parce que personne n'a jamais fait, en tout cas dans les grands pays, une baisse en valeur absolue de la dépense. Hein. La croissance de la dépense, elle est tendancielle. Bon, après, vous pouvez baisser dans le PIB, dans la part de la production, de la richesse nationale. Bon, pour faire ça, c'est le résultat d'une politique et non pas le choix d'un bricolage avec, vous savez, un tableau Excel, une approche comptable qui détruit l'économie. Et quand l'économie, elle se détruit, eh bien, l'économie et la société, eh bien, les finances publiques, elles s'abîment. Voilà, il faut prendre les choses dans le bon sens, mais ça demande un peu de temps, un peu de recul. Ça demande une politique économique. On n'a pas de politique économique. Vous voulez que je vous donne des moyens de résoudre le problème de la dette? Le problème de la dette, regardez, pourquoi elle s'emballe là? Elle s'emballe parce que les taux d'intérêt sont devenus supérieurs aux taux de croissance. Les taux d'intérêt, on n'y peut pas grand-chose, encore que la Banque centrale, elle ne rend pas service en ce moment. C'est autour de 3,5 et la croissance devrait être à 1% l'année prochaine. Mais notre problème, c'est puisqu'on ne peut pas énormément de choses, on ne peut pas grand-chose directement aujourd'hui sur les taux d'intérêt, il faut absolument qu'on fasse croître le taux de croissance. Moins de 1%, ça n'est pas normal. Sauf que de fait, le taux de croissance n'y est pas aujourd'hui. Il faut y travailler, mais c'est ça le sujet.
continuez. Si vous n'y travaillez pas, vous avez un effet boule de neige. Voilà. Donc, ce sur quoi on peut quelque chose, c'est une politique économique qui augmente le potentiel de croissance, qui augmente la production de richesse, qui réindustrialise le pays. Voilà, si vous voulez, par exemple, résoudre le problème d'inégalité devant le logement, qui est un des problèmes majeurs aujourd'hui pour la société française, il faut refaire une politique d'aménagement du territoire qui évite de concentrer toutes les activités et toutes les populations dans des grandes métropoles où la rente foncière explose, par exemple. Donc voilà, il faut reprendre les choses. On ne peut pas régler le problème que nous avons aujourd'hui, dont la dette n'est qu'une des conséquences. Si on ne fait pas, si on ne remet pas sur les rails et si on ne réfléchit pas de nouveau à une vraie politique économique, à une vraie politique sociale, à une vraie politique éducative, à une vraie politique sanitaire, voilà. Henri Guénaud, dernière question et une réponse relativement rapide, s'il vous plaît. Donald Trump revient à la charge après avoir prédit l'effacement civilisationnel de l'Europe. C'est son administration qui a parlé de risque d'effacement civilisationnel de l'Europe. Il cible les pays européens sur la question de l'immigration. Est-ce qu'il a raison, d'après vous ? Il a raison de dire que nous avons une menace sur la civilisation, oui. Enfin, nous vivons dans un malaise de la civilisation qui est au moins aussi grave, à mon sens, que celui des années 30, quand Freud écrivait Malaise dans la civilisation. C'est-à-dire que là, ne pas voir ça, ne pas voir la crise de civilisation, ne pas voir qu'elle nous mène vers un abîme de violence, c'est être totalement aveugle sur les grands enjeux du moment, et c'est prendre un risque considérable en ne voulant pas admettre cette réalité, que ce soit Trump qui le dise ou pas, mais ne voulant pas admettre cette réalité, on joue avec le feu. Voilà, on joue avec le feu et tout ça finira dans un abîme de violence. Oui, on ne peut plus accepter. On ne peut plus avoir des flux migratoires aussi non maîtrisés, mais ça vaut aussi pour les flux de marchandises, on revient au désordre de l'économie. Essayer de soigner le désordre que met dans la société, dans l'économie, une immigration non maîtrisée dans un moment en plus où la démographie française s'affaisse, le coût il est exorbitant. Merci beaucoup Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. Merci à vous, bonne journée, à bientôt.